merci d'être aussi nombreux à cette session. Je me présente, je m'appelle Benjamin de Gerbex, je suis Java Full Stack développeur au sein de l'équipe R&D des Furet.com. Et ma zapette ne fonctionne pas. Je vais faire diversion. Dimitri Bailey, je suis responsable des développements chez lesfuret.com aussi. Et aujourd'hui, on va vous présenter un peu comment on s'organise pour livrer ce qui est prêt chaque jour. Ce qu'on pourrait appeler continuous delivery, mais c'est plus pour l'instant chez nous du daily delivery. Et on vous explique un peu comment on fait ça. Voilà, donc avant toute chose, on va vous parler un petit peu du contexte dans lequel s'inscrit ce daily delivery. Donc on va commencer par un petit peu d'autopromo pour ceux qui n'ont pas encore la chance de nous connaître, qui n'ont pas été encore inondés par nos pubs télé. Donc lesfuret.com, on est un comparateur d'assurance, le numéro 1 des comparateurs indépendants. On a été lancé en 2012, on réalise à peu près 2,5 millions de devis d'assurance par an, ce qui représente environ 30% du marché de la comparaison auto. D'un côté plus technique maintenant, notre site est constitué de 2 applications, une application front et une application back. On est quasiment, on a 6 produits qui correspondent à nos 6 parcours de comparaison d'assurance. On est quasiment full Java parce que on est en Java côté serveur, on fonctionne sur des Tomcat et on fait peut-être partie des seuls, mais on fait encore du GWT pour la partie client. Donc voilà, on est pas mal bossé sur GWT. On a à peu près 400 000 lignes de code pour 40 000 tests unitaires et 200 tests Selenium. Pour faire fonctionner tout ça, on a une petite équipe de dev qui est constituée de 4 feature teams avec à peu près 7 business analysts et product owners, donc des gens plutôt maîtrise d'ouvrage fonctionnel, 22 développeurs, 2 ops et un ingénieur qualité et 2 architectes qui codent aussi, donc des archicodeurs. On va remonter un peu dans le temps. En 2012, c'est un petit peu le point de départ de notre aventure, donc le lancement de la marque Les Furets et le lancement des évolutions dans l'organisation de l'équipe de développement. Donc en 2012, on est organisé en équipe Scrum classique, donc avec un build complet qui dure une quinzaine de minutes, nos 200 tests Selenium qui tournaient en 1 heure, et on faisait un sprint par mois qui se terminait par une mise en production du site. Assez classique. Ça, c'est parce que le produit sous-jacent a déjà 5 ou 6 ans d'âge, et donc ça, c'était une équipe qui avait 3 ans, 4 ans d'ancienneté. C'était le rythme et un peu l'état de l'art du fonctionnement à l'époque. Ce qui nous donnait donc un rythme de release mensuel, donc 12 releases par an, pas trop de surprises. Donc c'était un esprit vraiment planification, estimation, codage, livraison assez classique, sous forme de sprint. Depuis le mois de janvier 2014, on a attaqué vraiment quasiment à la nouvelle année 2014. On a une organisation qui est un petit peu différente et on a beaucoup travaillé notamment sur le build qu'on a réussi à réduire autour des 3 minutes. On a énormément travaillé aussi sur les Selenium, on y reviendra plus tard, qui tournent maintenant en une dizaine de minutes. Et notre philosophie, c'est de livrer ce qui est prêt à J+1. Donc, toujours le même nombre de tests unitaires, la même quantité de code et même nombre de Selenium. On a très peu bougé en fait de volume. On a juste amélioré les temps. Donc ce qui nous fait sur l'année 2014 pas moins de 208 releases du site. Et on est déjà à 47 cette année. J'allais vous dire 48, mais comme on met pas en prod le vendredi, il n'y en a pas eu ce matin. Donc on va en rester à 47. Et donc là, l'esprit, c'est vraiment livrer ce qui est prêt aujourd'hui, mais faire ça tous les jours. Donc là, on est un petit peu plus dans un esprit de course de fond, de marathon. On n'est plus du tout dans un état d'esprit de sprint. Ce qui nous a énormément réduit notre time to market pour livrer chaque fonctionnalité. En 2012, on était à une moyenne entre le dernier commit d'une feature et sa mise en production d'une moyenne d'à peu près 2 semaines. Et ça, on s'est dit que c'était vraiment pas suffisant pour le business. On n'était pas assez réactif. Alors qu'en 2014, maintenant,
on est à 2 jours en moyenne entre le dernier commit sur une feature et sa mise en production. On livre vraiment quand c'est prêt. Ça c'est la philosophie qu'on essaye d'expliquer. C'est un gros changement. On n'est plus dans on livre tout ce qui est prévu, on livre ce qui est prêt. Et ce qui laisse une marge de manœuvre pour savoir si c'était prévu ou pas. Mais nous, en termes d'équipe technique, c'est ce qui est prêt qu'on livre. Et si c'est pas prêt, notre challenge, c'est de faire en sorte que ce qui est pas prêt ne bloque pas le reste. Et c'est toute la conception qu'on explique après, c'est pour pouvoir livrer ce qui est prêt. C'était ça notre focus. On s'en rend compte après, mais c'est vraiment pour ça qu'on a appelé la présentation ce qui est prêt plutôt que continuous delivery, parce que c'est vraiment notre état d'esprit. Pourquoi un changement de typo ne peut pas être livré demain? Peu importe la stack, je m'en fiche, j'ai juste une typo à changer dans mon site. Regardez chez vous combien de temps ça met, 1 heure de développement, une demi-heure de développement, combien de jours après elle est en prod, et pourquoi. Du coup, Dimitri va vous parler de quelques ouvrages qui nous ont inspirés pour mettre en place tout ça. Le premier, en regardant le manifeste agile, dans les principes du manifeste agile, il y a déjà cette notion de priorité à livrer. Donc notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Ça, c'est dans le principe, ça a été écrit en 2000. C'est pas dans les valeurs du manifeste de l'Agile Manifesto, c'est dans les principes qui sont derrière. Et ça, finalement, c'est déjà le continuous delivery. C'était pas forcément facile à faire à l'époque, mais l'état d'esprit, moi j'aime beaucoup celui-là. On travaille pour le business, on est aligné avec eux, on livre les valeurs ajoutées. Et ce qui a moins de valeur ajoutée, pourquoi ça bloquerait celle qui en a? Donc voilà. Nous, on l'a interprété en livrant ce qui est prêt, parce que c'est probablement ce qui est prioritaire. Et on avance comme ça. Moi, j'ai trouvé un diagramme qui m'a vraiment marqué de ce qui se passe quand on passe d'une release, une release tous les 100 jours ou plus, une release tous les 10 jours, une release par jour, 10 releases par jour, 100 releases par jour. Qu'est-ce que ça impacte sur l'équipe de développement ou l'entreprise? Et j'ai gardé que 2 parties, c'est la partie QA et la partie automatisation, parce que ça impacte l'organisation de l'équipe, ça impacte l'organisation des projets. C'est pas anodin, on décide pas de livrer tous les jours comme ça dans son coin, parce que ça va impacter la planification. Quand on dit aux gens du métier, je vais vous livrer quand c'est prêt, ils nous regardent un peu de travers au départ. Mais je leur dis, si c'est pas prêt, je vais pas vous le livrer. Et si c'est prêt, il n'y a pas de raison d'attendre. Et là, ils savent plus pourquoi on parle comme ça, parce qu'eux, ils avaient une date, ils me demandent une date, je leur dis quand c'est prêt. Et la discussion, elle tourne un peu en rond, mais on est vraiment dans un autre univers. Et c'est que cette partie-là, change beaucoup de discussions, change beaucoup de concepts, et on est un peu perdu au départ, et nous y compris, parce qu'on sait plus. On sait qu'il faut livrer quand c'est prêt, mais on ne sait pas du coup donner des dates, certifier des dates, ou savoir quand le projet sera fini. Je sais pas, mais au moins ce qui est prêt, on le livre, et du coup on ne travaille que sur l'encours, quoi. On n'a pas un stock de fonctionnalités non prêtes qui attend, quoi. Donc le plus gros impact chez nous, c'est la qualité, c'est l'organisation de l'équipe qualité. Ici, c'est qu'est-ce qui se passe quand on release une fois tous les 100 jours? On a du temps, on peut passer 1 semaine ou 2 semaines à regarder tout le soft pendant 1 semaine. C'est ce qu'on avait, nous, il y a un bon moment. Quand on passe une fois tous les 10 jours, c'est une étape qu'on a eue, on livrait toutes les semaines. On ne peut pas passer beaucoup plus d'une journée ou une demi-journée à regarder le logiciel. Donc c'est ce qu'on appelle des Expedited Release Certification. On revoit quand même tout le soft, mais ça commence à coûter cher. Et tous les jours, s'il faut une demi-journée pour tous les jours regarder le soft, c'est plus dur. Donc on est passé, nous, à un endroit où on regarde quasiment plus ce qu'on met en prod. Ça doit marcher, et si ça ne marche pas, c'est qu'on a un problème dans notre process, et autant le savoir.
Donc c'est pareil, dire ça, c'est un peu violent, de dire on va mettre des bugs en prod, puis on regardera pourquoi on les a eus, comme ça on les aura plus. Mais c'est parce que chaque jour, on a une opportunité de s'améliorer. Alors que quand on livre une fois tous les 3 mois, on les a pas, ces opportunités-là. Donc, on ne peut plus faire d'Expedited Release Certification. On a besoin que ce soit les développeurs qui disent « c'est prêt ». Et c'est ce qu'on a poussé quand même pas mal. C'est le développeur, quelque part, qui va vérifier de lui-même que sa fonctionnalité est bonne pour partir en prod. Il n'y a personne qui va lui dire attends, je vais demander au chef si elle peut partir en prod ou quoi que ce soit. Il faut qu'il puisse lui-même avoir son bouton vert qui dit c'est bon, je l'envoie en prod. Ça change beaucoup de choses aussi dans l'organisation de l'entreprise. Donc ce schéma-là est pas mal. C'est un article qui s'appelle Facebook Tech2. C'est un article où Facebook qui est passé de une semaine à une journée où ils ont essayé d'expliquer vraiment plus en détail ce que ça impliquait chez eux, quoi. Il est assez intéressant. Continuous Delivery, c'est le livre dont on parle beaucoup. Le résumé qu'on en a fait, nous, en interne, c'est ayez un build rapide. Sans build rapide, vous ne pourrez pas livrer plus souvent. Et si le build fait même 15 minutes, c'est vachement long pour les développeurs pour que dans la journée, ils aient la validation que le produit est bon. Donc, 400 000 lignes de code, 40 000 tests unitaires, 3 ou 4 minutes. Donc ça, c'est le ratio qu'on a chez nous. C'est du Java, c'est du Maven, c'est des machines classiques. J'étais hyper surpris de ce chiffre-là, qu'on pouvait descendre à 3 minutes. Mais en fait, quand on enlève des tests qui sont longs ou des dépendances de gros modules de tests assez longs, on les a coupés en deux, on a fait en sorte qu'il y ait surtout la compilation qui s'enchaîne bien. Ça va assez vite. On a des tests de base de données dedans. Voilà, 3 minutes pour 300 000 lignes de code, ça le fait. Un build robuste. Il ne faut pas qu'un développeur puisse casser le build sans qu'on puisse savoir, par exemple, qui l'a fait, comment réparer. C'est le time to repair. Le build, il doit être vert partout, tout le temps. Les développeurs doivent apprendre à travailler avec des tests unitaires, mais aussi des tests qui passent sur toutes leurs features. Donc sur leur mode de fonctionnement, ils doivent produire du code stable. On est vraiment dans de l'incrémental. Et ça, c'est un changement assez radical pour certains développeurs qui préfèrent prendre un grand saut et partir dans un tunnel où ils ont 50 tests unitaires qui sont cassés. Ouais, mais je suis dans un refactoring. Ça, ils ne peuvent pas le committer. Il y a un grand risque qu'ils puissent difficilement le recommitter. Donc là, il y a un build robuste. Il faut que ce soit vert tout le temps, quoi. Et ça, c'est un gros effort. Déploiement simple et automatisé. Il faut que le développeur sur sa machine, sur l'environnement de staging ou en production, le déploiement en prod soit automatique. Sinon, on ne le fait jamais, ou il faut attendre une personne, ou on dépend d'une autre personne. Là, il faut que le développeur puisse déployer sur un environnement sa version pour avoir son go prod, quoi. Et donc les 3 premiers étaient assez simples, difficiles à faire, mais assez simples à comprendre dans la logique du delivery. On veut pouvoir livrer plus souvent. Les 2 autres sont vraiment plus compliqués. Il faut que tout le monde regarde la production. Quand on se met à livrer tous les jours, en fait, on ne regarde plus si on est en ligne avec le planning dans 3 mois et ce qu'on est en train de concevoir au-dessus du planning de dans 3 mois. On est obligé d'essayer, quand on veut orienter tout le monde, à regarder la production et ce qui lui manque, et ce qui va arriver dessus. Donc là, moi, c'est ce que j'ai observé chez nous. On a orienté les regards du planning vers la production. Et du coup, le monitoring, c'est l'élément clé. En ouvrant le monitoring, il y a plus de personnes. En mettant du monitoring de fonctionnel, en mettant des chiffres fonctionnels dans le monitoring, on pousse les gens à regarder cette partie-là en disant mais vous ne pouvez pas corriger ça? Si, c'est rapide. Donc on a besoin de ça parce que quelque part, on prend plus de risques avec la production. Donc il faut qu'on voit plus vite les problèmes parce qu'on va être capable de les corriger plus vite. Et on en aura moins au final. Donc c'est vraiment un pari, c'est un changement de stratégie. Du sprint au marathon, c'est pas du tout la même chose, quoi. On se met pas à faire un sprint au milieu du marathon, sinon on finit par le regretter. Il faut calmer. On a des côtes, on a des descentes, donc il y a des événements, ça c'est évident. Mais
il y a un changement. Donc regarder la production est vraiment l'élément clé. Et le dernier, c'est l'analyse des causes racines. C'est les problèmes qu'on a, on les a en prod. On n'a pas évité un cataclysme, on a eu un cataclysme. Il faut éviter que ça revienne, parce que sinon, le lendemain, il y a une grosse chance que ça revienne. Donc il faut traiter vraiment les problèmes. Ça fait partie de l'agilité, c'est ne pas cacher les problèmes, les montrer, on les met en prod. C'est un peu violent de dire ça, mais voilà, si c'est pas un problème, on peut aller en prod. Et puis si c'est un problème, je préfère le savoir et son impact. Bon, c'est un peu hard de dire ça comme ça, mais voilà, il faut être courageux. C'est courageux, c'est j'y vais. Si je suis confiant, j'y vais. Si ça marche pas, j'ai appris et je peux savoir exactement ce qui me manque, quoi. Et sur Gitflow, c'est vraiment une inspiration, parce que le passage à Git et le mécanisme de branche de Git nous a vraiment aidé à libérer des espaces de travaux pour les développeurs, pour qu'ils travaillent vraiment dans des branches, pour ne pas se bloquer les uns les autres. On a essayé, Arnaud qui est dans la salle, on a travaillé là-dessus, on a essayé Gitflow et ça continuait de nous gêner. La branche développe continuait de nous gêner, donc on a travaillé là-dessus, mais c'est déjà une bonne aide et aussi conceptuelle d'arriver à paralléliser les travaux, quoi. Point clé, donc on va vous lister là ce qui se passe de la conception à la mise en production chez nous, en essayant d'éclaircir un peu nos différents concepts, mais c'est bien le time to market qu'on regarde, et c'est tout ce chemin-là. C'est pas chacun dans son silo, je fais toutes mes conceptions, je les balance à l'équipe IT et je fais tout le développement, puis tous les tests, puis toute la recette et la mise en production. Non, notre concept, c'est chaque feature fait ça, mais du coup, on le suit en parallèle, tous les jours. Il y a des choses qui sont en conception, d'autres qui sont en développement, en test, en mise en production, et c'est tout ça qui est en parallèle. Donc on a vraiment parallélisé, découplé. Le découplage, ça existe en logiciel, mais ça existe aussi en organisation des développements. C'est un gros découplage. Donc, monitoring, mise en production. Ce qu'on a fait, nous, c'était vraiment de partir de la fin. Si on n'a pas une mise en production qui est rapide et fiable, c'est pas la peine d'améliorer avant, parce que ça va bloquer à cet endroit-là. Donc sur 2 ans, on a vraiment amélioré monitoring, puis accélération de la mise en production, puis release et création, donc la recette pour l'automatiser, réduire son temps et tout ça. Puis on s'est occupé du développement. Puis là, on a pu effectivement plus naturellement alléger la conception. Donc on peut faire des cycles, on peut faire des grandes étapes, mais il faut vraiment partir de la fin pour que ce qu'il y a derrière soit plus simple. Moi, je ne me voyais pas commencer par mettre une fabuleuse méthode agile en place de conception qui allait tout libérer, alors que derrière, c'est complètement bouché, quoi. Donc c'est vraiment amélioré par la fin, quoi. Petit partie sur la partie conception et fonctionnalité. Là, on est dans une conférence de développeurs. Vous avez des commandes de fonctionnalités. Nous, ce qu'on a au final, parce que là, on repart dans le sens de la conception, c'est vraiment un gros travail pour avoir des fonctionnalités indépendantes, les unes des autres. Ce que je disais la semaine dernière, c'est que je passe mon temps à couper des liens entre projets, des liens entre features, en disant vous êtes sûr que ces deux-là, elles ont vraiment besoin de sortir ensemble ou d'être faites ensemble. Nous, ce qui nous a énormément libérés, c'est de dire cette fonctionnalité-là et cette fonctionnalité-là, si elles n'ont rien à voir ensemble, on fait en sorte qu'elles n'aient pas de code ensemble, elles n'aient pas la même date de livraison, elles n'aient rien de commun. Comme ça, s'il y en a une qui peut partir en production, elle part. Et s'il y en a une qui est bloquée, elle ne bloque pas les autres. Et s'il y a des dépendances entre deux fonctionnalités, soit c'est la même, soit la première attend que l'autre soit partie en production pour se faire. Mais on n'a pas des développeurs qui ont des fonctionnalités dépendantes l'une de l'autre qui se partagent dans des branches séparées du code ou des fonctionnalités en parallèle, quoi. Et la deuxième partie sur les fonctionnalités, quand on les libère comme ça, elles sont plus petites, elles vont plus vite en production,
elle donne plus vite du retour aux gens qui font les fonctionnalités. Et du coup, ils abandonnent plus vite leurs mauvaises idées. Et on économise du temps de développement. Ça, c'est un peu le concept. Il n'y a rien de mieux que de ne pas faire les choses. Donc si on peut tuer un projet ou une idée le plus tôt possible, c'est mieux. On économise beaucoup de temps. Et pour ça, le continuous delivery ou la mise en production d'un tout petit bout qui va nous dire déjà si la fonctionnalité a un espoir de servir, ça aide. Et c'est pas méchant de dire ça du tout, hein. C'est vraiment un outil qu'on leur fournit. On fournit enfin au métier de quoi tester leurs idées. Actuellement, on en parle beaucoup en Lean Startup parce qu'ils ont des petites idées, ils essayent plein de choses, c'est leur survie de tester les idées. Mais dans le monde des entreprises plus larges, c'est parce que les projets mettent du temps à livrer qu'on y met plein de choses. C'est à nous de leur fournir l'option de mettre moins de choses dedans pour qu'ils aient plus vite des retours. C'est bien ça dont je parlais en disant les gens regardent la production et l'effet de ce qu'ils viennent de livrer en production avant de prendre une autre décision. S'ils n'ont pas ce délai court et ce feedback court, bah, ils sont obligés de se dire ce projet-là devrait donner ça comme résultat, donc on va pouvoir faire ça derrière. Et ça se trouve, le résultat, on saura que ce n'est pas vrai, mais 3 mois après, et voilà. Donc c'est un outil. C'est un outil pour le métier de voir des feedbacks plus rapides. On va s'intéresser maintenant à la manière dont on développe les features et à nos environnements de développement. Donc l'environnement de développement, chez nous, on fonctionne en feature branche. Donc chaque nouvelle fonctionnalité qui est poussée par le métier, elle est développée sur une branche feature qui est dédiée. Cette branche feature, elle est tirée à partir du master, le master qui correspond au code de production. Et tout le développement se fait sur le poste de chaque développeur. Donc chaque développeur fait tourner son Tomcat. On a un environnement qui est quasi isoprod sauf en termes d'infrastructure technique évidemment, mais sur le poste de chaque développeur. En plus, on a tous un petit alias DNS qui nous permet de faire des démos des features sur n'importe quel poste dans la boîte. Et du coup, chaque développeur se focalise réellement sur sa feature et n'est pas perturbé par les features qui sont développées en parallèle par ses collègues. Vraiment, il tire sa branche à partir de la prod et à partir du master et il développe sa feature dessus. Donc là, ce qu'on peut se dire à ce moment-là, c'est ok, bon bah chacun développe sur sa branche feature, mais du coup, vous faites pas d'intégration continue. C'est un petit peu ce qui est dit là. Comment vous faites avec vos features branches indépendantes pour faire de l'intégration continue? C'est là où est la force de notre intégration continue, c'est que justement, on en fait malgré notre feature branching. C'est-à-dire qu'à chaque commit, on a toutes nos features branches, à chaque commit sur chacune des branches, toutes les features branches vont être compilées une à une, puis mergées ensemble, recompilées ensemble. Les tests vont être lancés sur cette branche qui contient toutes les features. Et ça, grâce à un formidable outil qui s'appelle l'Octopus, et grâce auquel on fait du continuous merge. Qu'est-ce que l'Octopus ? Donc c'est un outil de merge en continu qu'on a développé en interne, développé par Arnaud qui est ici dans la salle, qui est disponible en open source, qui est disponible sur notre GitHub. Et qui bénéficie en plus d'une conf dédiée ici. Donc je vais vous présenter un petit peu son fonctionnement, mais pour les détails techniques, je vous invite à aller voir la présentation d'Arnaud à 16h30, où il va rentrer un petit peu plus dans le détail du fonctionnement. Donc c'est un outil qui prend un ensemble de branches en fonction d'un pattern de nom et qui les merge ensemble, donc qui va nous permettre d'avoir un merge en continu. Donc comment ça se passe en pratique ? Donc on a le master. Chaque développeur va tirer des feature branches à partir du master, et donc on va merger chaque feature branche avec le master pour construire l'Octopus. Et ce, à chaque commit. C'est-à-dire que si quelqu'un refait un commit sur une branche, comme ici, on va instantanément recréer ce commit jetable qui correspond au merge de toutes les feature branches. Et c'est sur ce commit-là,
qui contient l'ensemble des branches, qu'on va faire tourner notre intégration continue. Donc là, on s'assure que toutes les branches sont compatibles ensemble, c'est-à-dire qu'elles compilent ensemble, que les tests tournent sur l'ensemble des fonctionnalités en cours de développement, et qu'on n'a pas de régression là-dessus. Et c'est cette branche-là qu'on va déployer sur notre environnement de staging, qui nous sert à la validation. Donc là aussi, c'est un environnement qui, en termes de configuration, est ISO à la configuration qu'on a en production, sur lequel on déploie l'Octopus. Donc on a toutes nos branches features ensemble, toutes nos features en cours de développement ensemble sur cet environnement-là. Du coup, on peut détecter assez facilement les effets de bord d'une feature sur une autre, une régression qu'on peut pas détecter de manière unitaire sur une feature parce qu'elle apparaît que quand elle est mergée avec une autre. Et on peut aussi, bien évidemment, lancer nos Selenium sur ce regroupement de features et s'assurer que vraiment tous nos tests passent et que c'est solide. Et là est toute la magie, j'ai envie de dire, de cette organisation en feature branche, mais en ayant quand même les avantages de l'intégration continue, du build continu et des tests qui tournent en continu. Ensuite, ce qu'on veut, c'est quand même livrer en production. Donc, et le plus souvent possible. Donc, pour livrer en production, comment ça se passe ? On va créer une branche de release qu'on va pousser en production. Comment se passe la création de la branche de release ? C'est à peu près le même fonctionnement que la branche qu'on déploie sur Stage. C'est-à-dire sauf qu'on s'intéresse à un sous-ensemble de branches features. Au lieu de regrouper toutes les branches features ensemble, comme on le fait sur l'environnement Stage, on va prendre que celles qui sont prêtes et on va créer à partir de ces branches-là une branche release qu'on va déployer sur notre environnement pré-prod et sur lesquels on va lancer un certain nombre d'outils de validation sur l'environnement pré-prod. Donc une fois que cette branche est déployée sur pré-prod, on a différents outils à la fois manuels et automatiques qui nous permettent de valider que la branche est vraiment prête à pouvoir être mise en production, qu'il ne va pas y avoir d'incident au moins majeur. Ils sont pas encore tous automatiques, mais justement on y tend à automatiser un maximum ce processus. Donc on a évidemment nos tests unitaires, nos tests d'intégration, la code review aussi, parce que faut savoir que chez nous, avant qu'une branche puisse être validée et sur lequel on puisse mettre le tampon OK, elle est prête pour partir en prod, il faut qu'un autre développeur ait revu le code pour s'assurer que tout a été bien fait. Donc chaque bout de code qui est codé est revu par un autre développeur de l'équipe. Donc il y a au moins 2 paires d'yeux qui sont censés voir à peu près toutes les lignes de code. La validation fonctionnelle qui est faite par les gens fonctionnels qui ont demandé les features, cette validation fonctionnelle, elle a été faite préalablement sur Stage. Donc on valide la feature sur Stage pour s'assurer que non seulement la feature elle fonctionne, mais qu'elle n'est pas perturbée non plus par les features des autres. Et on lance nos Selenium aussi sur la pré-prod. Donc j'expliquerai un petit peu plus tard comment on a réussi à réduire le temps de run de nos Selenium. Ce qui est très important de passer d'1 heure à 10 minutes sur des Selenium. Quand vous devez mettre en production tous les jours, si vous avez un Selenium qui pète, c'est totalement bloqueur pour faire une mise en production. Même si vous connaissez la correction, si vous avez 1 heure pour refaire tourner les Selenium et s'assurer qu'ils soient bien corrigés, ça peut la repousser soit l'après-midi, soit au lendemain. Alors qu'en 10 minutes, là, on a un cycle qui est beaucoup plus court. Et c'est toujours ce fonctionnement de la boucle de feedback la plus courte possible qui nous permet d'aller vraiment de plus en plus rapidement en production. Et on a aussi un outil de non-régression que je vais vous présenter après, qui s'appelle Zeno. Mais avant tout, je voulais revenir un petit peu sur la manière dont on a amélioré les Selenium, parce que ça, je pense que si vous avez des Selenium sur vos produits, vous savez que ça met quand même un temps assez infini à tourner. Donc en série, sur une machine, nos 200 tests Selenium, ils mettaient 6 heures. En les faisant tourner sur un grid
Il mettait plus qu'1 heure, mais c'était toujours pas suffisant. Donc là, l'idée, ça a été de les faire tourner sur un grid, mais en RAM. Je sais pas si Dimitri, tu veux en dire un petit peu plus là-dessus. Là, c'est une discussion avec un ops qui a mal tourné. C'est-à-dire qu'on trouvait le grid Selenium trop lent. On avait une machine sur OVH qui faisait 24 gigas de RAM. On avait pas mal de nœuds, mais c'était lent. Donc on a décidé d'en prendre une plus grosse avec 128 gigas de RAM, 36 cœurs pour envoyer pas mal. Et ça a rien accéléré. Donc on a fait un petit projet là de démo pour comprendre pourquoi, parce que je dis ok, c'est pas notre produit qui pose problème, c'est le grid Selenium. Donc là il y en a un petit projet où il y a 200 tests Selenium en parallèle qui font un fetch de google.com. Et sur mon poste, ça prenait 10 minutes. Je l'envoie sur le grid, ça prenait 10 minutes. Et je dis mais il y a un problème. Et en regardant, mais il y avait pas mal de locks pour lancer les tests, le bootstrap de Selenium, y compris sur le grid, c'était un peu lent. Donc je discutais avec Thomas, notre ops, qui a aidé. On a mis des nœuds LXC, on a mis du Docker, on a vu qu'en fait l'IP de la machine, on avait mis plusieurs nœuds sur la même machine, mais l'IP elle bloquait le grid Selenium. Lui, il est fait pour avoir plein de serveurs différents. Ça a pas suffi. Et du coup, à un moment donné, il dit mais en fait là, il y a une activité disque hyper intense au moment de la création de la session Firefox. Alors là, c'était sur du Firefox, mais je crois que sur Chrome, ça peut être aussi le même problème. C'est le bootstrap du navigateur qui était hyper gourmand en disque, en activité disque. Et il m'a dit on essaye en RAMFS et là, blum, les 200 tests qui passaient de 10 minutes sont devenus en 1 minute. Du coup, on est resté comme ça. On a un grid Selenium en RAM parce qu'en fait, on s'en fiche de l'activité disque. Et ça, c'était une surprise. On s'y attendait pas. Je l'avais pas lu autre part. Donc voilà, c'est juste que là-dessus, nous. Et ils sont devenus stables parce que l'activité disque générait des instabilités probablement de Selenium. Donc ils sont devenus plus stables, plus rapides. Et puis voilà. Donc ça nous a aidé. Et c'est un peu sur cette lancée-là qu'on a décidé de partir en production tous les jours, parce que c'était un peu le truc qui bloquait. Ça mettait 2 heures, c'était instable, on les rejouait, donc on n'avait même pas. Et là on s'est dit 10 minutes, en fait on va pouvoir y aller. S'ils sont verts, pourquoi on ne peut pas partir en prod? Donc petit à petit. Et ça c'était un des points clés. Et ça reste dans être capable rapidement du commit pour savoir si on peut aller en prod. Et après, dès qu'on est prêt, autant y aller, quoi. Donc voilà. Alors quand on fait du dev sur du dev web, il y a une problématique qui est assez difficile à maîtriser, c'est les changements de CSS et les impacts que peuvent avoir des CSS sur des pages auxquelles on n'a pas forcément pensé, sur des styles qui sont communs peut-être à trop de choses et qui peuvent péter une page qui n'a rien à voir, mais où il y avait un style en commun. Et qui peuvent superposer des boutons, qui peuvent même poser des problèmes graves de fonctionnalité sur le site. Et donc on a été confronté à ces problèmes. Et pour essayer d'y remédier, on a développé un outil en interne. Notre ingénieur qualité Mathieu a développé un outil qui s'appelle ZenoPixel, qu'il a présenté mercredi ici même. Peut-être que certains d'entre vous étaient présents. Donc c'est un outil qui encore une fois est open source. C'est un outil de comparaison d'images. Qui est aussi disponible sur le GitHub des Furets, si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. Et donc c'est un outil qui va prendre un screenshot automatique d'une liste de pages qu'on lui donne sur différents environnements. Donc nous on le fait sur notre environnement stage, pré-prod et production. Pour les différents devices qu'on supporte, enfin pour tous les devices, desktop, mobile, tablette, et qui ensuite va comparer les différents screenshots et en déduire la différence graphique. Et donc ces différences graphiques, après, si elles sont trop importantes sur une page, soit elles sont explicables par une nouvelle feature qui va chambouler le CSS de la page, soit ça peut être un effet de bord, un changement de CSS sur une autre page. Donc avant chaque mise en production, on lance Zeno qui va scanner à peu près toutes les pages de notre site sur notre environnement de pré-prod et les comparer à la version en production et voir si on a des grosses différences ou des petites différences sur toute la page. Donc je vous ai mis une capture. Donc ça se présente à peu près comme ça.
C'est sur une stack, c'est construit avec une stack Full.js, donc c'est du Angular, du Node, il s'est fait un peu plaisir. Donc vous voyez que là, en colonne, vous avez nos différents environnements, en ligne, les différentes pages, et sur les onglets, les différents devices. Et donc le calcul de la différence graphique se fait ici. Donc s'il n'y a aucune différence, il n'y a pas de souci. Et après, là, on voit qu'il y a pas mal de diffs. Est-ce que c'est expliqué par une feature ou non? Si c'est pas le cas, ben, ça peut être une grave régression graphique. Bon, là, en l'occurrence, c'est la homepage, donc je pense que quand il y a une régression sur la homepage, on le voit. Mais il peut y avoir des endroits où on check pas manuellement toutes les pages avant de faire une mise en production. Donc c'est très important et ça peut nous éviter des gros soucis. Donc maintenant qu'on a vu comment on développe, comment on crée nos release branches, qu'on les valide, on est prêt à mettre en production. Donc on va passer justement à la mise en production elle-même. Donc ce qu'on voudrait, on y tend, on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est avoir un seul gros bouton sur lequel on clique et on est sûr que tout se passe bien. On n'en est pas loin, il reste encore quelques petites étapes d'automatisation pour être honnête. Chaque mise en production, quand vous mettez en production tous les jours, il peut pas y avoir un préposé à la MEP qui va toutes se les taper jour après jour. Ce sera un travail un peu trop ingrat. Du coup, c'est tous les jours, c'est un développeur différent qui réalise la MEP de A à Z, donc de la création de la release branch jusqu'à réellement déployer sur les serveurs de prod. Donc il y a une grande partie qui est automatisée via Jenkins, donc la création de la branche, le déploiement sur la prod. Une fois que la release branch a été déployée en production, on la rapatrie dans le master. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Et aussi la diffusion de la release note, parce qu'on aime bien envoyer une release note avec la liste des features qui ont été mises en production, mais c'est un peu fastidieux de se la taper à la main, donc voilà, c'est un petit truc qui a été fait, histoire que automatiquement il y a un mail qui soit envoyé avec la liste des features qui ont été livrées le jour même. Ça c'est possible grâce notamment à deux choses, à l'infra as code, donc je vais pas développer plus que ça. Je pense que la plupart d'entre vous sait en quoi ça consiste. Ça consiste à avoir dans le repo Git, à côté du code, la config des différents environnements, pour qu'au déploiement, on aille chercher la config qui correspond à l'environnement sur lequel on veut déployer. Donc on a une historisation de tous les paramètres de configuration. Et ça aussi, l'avantage ou l'inconvénient, c'est au choix, mais que les bugs de config, du coup, se retrouvent au même niveau que les bugs de code, quoi. Un bug est un bug, que ce soit de la config ou du code. Donc ça, c'est une première chose qui nous permet d'automatiser le process. Et il y a une deuxième chose qui est importante, c'est quand vous mettez en production tous les jours, vous pouvez pas vous permettre d'avoir un downtime du site, même de quelques millisecondes. Donc nous, tout le déploiement, il est fait avec zéro downtime en utilisant un système Blue-Green. Donc là encore, c'est quelque chose qui est, je pense, assez classique. Donc je vais juste représenter rapidement la manière dont ça fonctionne. Donc on a notre environnement de production est dupliqué. On a deux instances de chaque Tomcat et on a un load balancer en entrée. Donc on a la version actuelle qui est sur une instance qui tourne et on a une autre instance qui a la version de la veille en gros. Quand on met en production donc sur le serveur sur lequel on balance pas du tout de trafic et on commence à envoyer tout le trafic entrant sur cette nouvelle version. On coupe pas directement l'ancienne parce qu'on attend que toutes les sessions HTTP se terminent. Et une fois que les sessions HTTP sur les anciennes instances sont terminées, on coupe cette instance-là et on a tout notre nouveau trafic entrant qui arrive sur la nouvelle instance. Et inversement, à chaque fois, chaque jour, on switch d'instance après chaque mise en production. Et la base ? La base, il n'y a pas de problème avec la base. Non, c'est vrai que le problème, c'est que vous voyez qu'on utilise, nous, la même base. C'est vrai qu'on a une base qui nous permet d'avoir une compatibilité. On a un schéma qui est assez souple et qui nous permet, en général, d'être compatible successivement avec chaque version ou voire avec les deux simultanément. Et donc, on n'a pas à faire de blue-green sur la base ou quoi que ce soit. On utilise la même base. Et même
si les versions du logiciel ne marcheraient pas avec facilement contre la base. Comme on met en production tous les jours, on est capable la veille de préparer la base. On peut préparer le code pour la nouvelle version de la base. On le met en prod. On met en place la nouvelle version de la base. Tout marche. Et après, on peut mettre en place le nouveau code. Donc on peut faire des petits pas. C'est vraiment, quand on met en production tous les jours, on a plein d'options pour préparer les choses. On n'est pas obligé de tout faire en une seule étape. Donc ça, c'est quand même au niveau des développeurs. Nous, on a vraiment effectivement plus des documents qui sont stockés dans la base et qui nous permettent d'avoir plein de versions où le logiciel marche globalement sur n'importe quelle version les WAR peuvent être différents, la base est très peu impactée, mais même quand la base est impactée, on peut le faire en plusieurs étapes. C'est un peu plus de précaution au niveau du développeur, mais il y a des façons de faire du blue-green, même avec des bases compliquées, quoi. Voilà. Ouais, alors là, je crois que nous, on coupe les sessions au bout d'une demi-heure. Ouais, on a un time-out qui correspond à nos sessions HTTP. Elles sont de 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on peut faire de la reprise de session, on peut faire des choses, mais nous, c'est des sessions de remplissage de formulaires. On peut reprendre des sessions assez facilement sur la nouvelle version. Donc on n'a pas à aller chercher on n'est pas dans du système hyper transactionnel, on prend pas de paiement en ligne, on a un certain nombre de choses où on peut perdre des sessions et au bout d'une demi-heure, la plupart des gens ont fini. On sait que le temps de passage sur le site, c'est plutôt 10-15 minutes. Soit c'est de la navigation web et ça peut être long, soit c'est du formulaire et les sessions, elles sont finies assez rapidement. Ça, c'est de load balancer. Il garde les sessions en cours et toutes les nouvelles, il le met. C'est du HAProxy, je pense, pour assez classique dans sa configuration. C'est une option. C'est session existante, tu continues sur ce serveur-là. Nouvelle session, tu vas sur celui-là. Donc, pour résumer un petit peu notre travail avec les branches Git, donc Dimitri parlait du Git Flow au début. Donc là, c'est le Git Flow tel qu'il est utilisé chez nous. Donc on a notre master qui correspond à la version en prod, à partir duquel on va tirer nos différentes feature branches. Ces feature branches, grâce à l'Octopus, on va les déployer sur notre environnement de staging. Tous les jours, on prend les features qui sont prêtes et on en fait une branche de release qu'on déploie sur notre environnement de pré-production. Et une fois que la mise en production a été faite, on rapatrie la branche de pré-production dans le master. Et là, on peut rester là-dessus parce que c'est vraiment notre environnement de travail en tant que développeur. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est chacun travaille sur le master et sa fonctionnalité. On a un ensemble de fonctionnalités en parallèle qui, là, peuvent pas dépendre les unes des autres. Donc, on a un peu interdit la dépendance parce que de toute façon, ils n'ont pas le code des autres. Et s'ils en ont besoin, vaut mieux qu'ils travaillent sur la même branche. Donc on fournit plein d'options d'organisation de travail et c'est les développeurs qui choisissent. Soit ils sont vraiment en isolation, soit il y a deux fonctionnalités qui nécessitent l'une l'autre. Ils se mettent dans la même branche et ils travaillent comme du Git Flow normal avec une branche développe, mais c'est leur branche développe, quoi. On a des options, on peut avoir plusieurs branches en parallèle. S'il y a une branche qui foire tout, il y a quelqu'un qui a tout foiré sur une branche, on l'enlève. Et puis le problème est réglé. Donc on n'a pas de manipulation de merge, on n'a pas de rebase. Chacun travaille dans sa branche et on a plein d'options pour résoudre les conflits. Quand il y a des branches qui ne sont pas compatibles les unes entre elles, on peut aller regarder. Donc Arnaud expliquera ça plus en détail. Mais on s'est rendu compte qu'on fournit plein d'options de travail. Et c'est les développeurs qui s'organisent autour de ça. Il y a des incompatibilités entre les fonctionnalités, ça c'est sûr, il n'y a pas de miracle. Il y a des surprises au niveau des merges, mais ce qu'on a trouvé là, et c'est pour ça qu'on fait pas mal d'efforts pour en parler, parce que je comprends, c'est pas spécial à nous, et c'est très différent de ce que moi j'ai vu ou ce qu'on a vu dans d'autres environnements, et je comprends pas pourquoi d'autres l'utiliseraient pas. Donc j'ai plus envie que d'autres essayent pour nous dire mais c'est n'importe quoi, et puis on comprendra pourquoi, ou ça marche, et puis voilà, on aura contribué. Mais cette idée-là, c'est avoir des options
pour résoudre. Et le développeur, il a le master et sa branche, c'est tout. Il n'a rien d'autre. Et s'il voit un bug, bah, c'est pour sa pomme, parce que soit c'est son code, soit c'est en prod. Donc voilà, il peut choisir de l'ignorer, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et derrière, on les laisse gérer, quoi. Et la branche, quand elle est prête, bah, on sait qu'elle marche sur le master toute seule. Elle marche sur Stage, quelque part, comme on livre tous les jours. Stage, c'est la prod de dans 15 jours, ou de dans 10 jours, ou dans 3 jours. Donc s'il y a un problème, je veux le savoir. Donc c'est pour ça qu'on fait tourner les Selenium dessus, pour ça qu'on fait les démos fonctionnelles dessus, parce qu'on veut trouver les problèmes le plus tôt possible. On n'est pas en train de valider la prod de demain, on est en train de valider que cette feature-là ne génère pas de problème qu'on peut voir plus tôt, quoi. Et le merge continu vient de cette philosophie-là aussi, c'est je veux savoir si je vais avoir un problème de merge à la fin. Mais là, on le sait tout de suite, et on n'a pas encore mergé dans la branche dev, ou dans la branche develop, ou dans le master, ou on n'a pas encore mergé, qu'on nous dit déjà, attention, là, tu es en conflit avec un autre, et c'est ça le conflit, mais personne ne l'a sur son poste. Donc ce système-là, venez en discuter avec nous, parce que pour moi, ça peut être un système de QA, qui va expliquer que les branches en cours, là, elles ne sont pas compatibles entre elles, et on sait pourquoi, et personne ne peut le voir. Donc ça, rien que ça, pour moi, on n'a pas besoin de faire du continuous delivery, on n'a pas besoin de faire la branche release à partir de ça. Ça peut être juste un système de test qui dit, attention, là, tous vos développements en parallèle ne sont pas compatibles. Et ça aide les développeurs pour leur dire, bah, déplace un peu ce code-là, parce que généralement, c'est du code qui est au même endroit, mais qui n'a rien à voir. Déplace-le, Git mergera mieux, quoi. Donc voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais cette clé-là, c'est le travail en parallèle et de découpler qui nous a mené à ça. C'est ce découplage. On a vraiment essayé d'enlever le couplage fort, et résoudre des conflits, c'est coupler des features. Donc voilà. C'est pour ceux qui n'iront pas à la presse d'Arnaud. Mais allez-y quand même. Voilà. C'était ça vraiment la partie importante sur les développeurs. Pour passer rapidement derrière sur le monitoring technique, j'ai expliqué ça tout à l'heure. On a des sondes dans Zabbix techniques, on a des sondes fonctionnelles. On pousse de plus en plus les gens du métier à regarder les taux de conversion. Moi, j'ai envie d'y mettre des résultats d'A/B test, pas mal de choses, et on sent que c'est un bon endroit où discuter tous ensemble. Ops, Dev, QA, métier. Il y a des gens qui regardent le Google Analytics et puis d'autres qui regardent le Zabbix, ils ne voient pas les mêmes choses, c'est un peu dommage. Donc, est-ce que le monitoring ne peut pas être un bon endroit pour discuter des chiffres? On peut avoir du business dedans, donc ça le fait. On a eu des très mauvaises idées, c'est que chaque erreur de log est envoyée par mail à tous les développeurs. Comme ça, ils ne peuvent pas ignorer les problèmes. On en a fait une synthèse. Là, on n'en est pas sorti. On reçoit 1000 mails ou 200 mails par jour. Ils font semblant de ne pas savoir, mais ils sont au courant, je le sais. S'ils ne les règlent pas, c'est leur problème. On a fait des synthèses. Donc ça, c'est une très bonne idée, quoi. Parce qu'on démarre un Tomcat local. S'il a des problèmes dans ses stacks, il les envoie par mail. Il y a très peu de gens qui ont l'habitude d'aller regarder les stacks. Donc ça, c'est un petit truc que je trouvais vraiment sympa. Post-mortem, c'est notre moteur. Là, on est vraiment en train de travailler dessus, donc on n'y arrive pas encore, de vraiment essayer de trouver l'origine systématique des bugs de production et de résoudre le problème et de suivre, d'être sûr qu'il a bien été résolu. Donc ça, actuellement, on saisit beaucoup plus systématiquement tous les incidents de prod. Et ne pas être capable de mettre en prod une journée, on a décidé que c'était un incident de prod. Et de comprendre pourquoi. Parce que c'est trop long, parce que les Selenium ne passaient pas en pré-prod. Pourquoi ils ne passaient pas en pré-prod? Parce qu'ils devaient déjà être cassés en stage, ou des choses comme ça. Donc on a un travail à faire là-dessus assez important. Et du coup, on liste beaucoup d'incidents de prod. Donc on fait un peu peur au management, mais on leur dit c'est parce qu'on est plus transparent, les incidents sont moins graves, mais on les liste plus pour être sûr qu'on traite bien tous ces problèmes-là. Voilà. J'ai préféré focaliser sur les parties branches, mais il y a pas mal de livres qui nous ont aidés. C'est How Google Tests Software, Kanban,
c'est vraiment ce travail en parallèle, commencer par finir les tâches, les laisser indépendantes. Ça ressemble à une méthodologie d'organisation, mais c'est une bonne méthodologie d'organisation du travail, quoi. C'est pas une méthode qui donne une solution, c'est une méthode qui nous aide à réfléchir sur nos problèmes. Donc de l'amélioration continue en permanence. Product Development Flow, donc c'est pareil, c'est la théorie qui est derrière. Travailler en flux, gérer des files d'attente. Regardez, surtout, c'est lui qui, moi, m'a vraiment focalisé sur le lead time. C'est le temps entre la demande et la mise en production. Cette idée de dire, entre le dernier commit et la version en prod du code, combien de temps il se passe, bah, ça, c'est intéressant. Parce que s'il est prêt, si le développeur a dit « j'ai fini bah, », qu'est-ce qui l'empêche de mettre en prod pour savoir si c'est vraiment fini ou s'il y a un bug. Ça, c'est assez intéressant. Et là, ce qu'on travaille actuellement, c'est la mesure des choses. Et on découvre que mesurer, il ne faut pas mesurer tout et n'importe quoi. Il faut vraiment l'attacher à une volonté de prendre une décision. Quelle décision on veut prendre. Et ça, c'est nos travaux actuels. Et un petit roman pour finir, The Phoenix Project, qui est plus l'histoire d'un directeur technique qui arrive dans une boîte en feu et qui arrive à s'en sortir miraculeusement. Par du DevOps, par des pratiques avec cet esprit-là. Donc il y a beaucoup de petites choses. Et la résilience là, dont je parle, c'est vraiment avoir des problèmes et y survivre, c'est apprendre beaucoup et avancer. Donc il faut être courageux, mettre en prod, et puis sinon on saura pourquoi c'était fou. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Et donc oui, on recrute aussi un petit peu. Si ça vous a donné envie de venir voir de plus près ce qu'on fait, voilà, il y a le lien, n'hésitez pas. Et notamment quelqu'un pour construire le monitoring, comme on l'a expliqué, parce qu'il est théorique. Mais pas tant que ça. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le fait qu'on ne puisse pas leur dire ça sort dans une semaine, mais ce qu'ils aiment bien, c'est quand il y a une tâche. Pas qu'on leur dise, ouais, il y a 2 jours de dev, donc dans 3 jours c'est en prod, ça ils aiment bien. Et ça, c'est le. Et derrière, il faut qu'ils se mobilisent pour recéder aussi, voir si leur fonctionnalité. C'est pour ça que sur notre environnement stage, il faut qu'ils aillent voir fréquemment, on leur dit voilà, c'est déployé, va voir si c'est bon, va voir si c'est pas pété par une autre feature. Mais clairement, eux, ce qu'ils aiment, le business, c'est qu'on puisse leur dire ouais, si c'est rapide à faire, ce sera rapidement en prod, ça va pas atteindre la terre entière. Pour pouvoir avoir les retours. J'ai une question pour 200 tests d'intégration. Comment vous gérez les données de test pour créer une base? C'est quoi? C'est une base Oracle derrière? C'est une base MySQL. Une base SQL, donc vous recréez le schéma à chaque fois pour chaque test Non, en fait on a une base commune, on fait des tests qui sont pas, qui provoquent pas de lock en base, on essaie de se démerder pour... D'accord, donc les 200 tests Selenium tournent en même temps sur le même schéma MySQL. D'accord. Donc ils ne modifient pas les mêmes données, parce que sinon ils risquent de se... Et c'est une base d'ailleurs, en fait tous les week-ends, si on n'en a pas parlé, il y a tellement de choses dont je voulais parler, on n'en a pas parlé, mais en fait tous les week-ends, on prend la base de prod et on la rapatrie sur les environnements stage de prod, donc c'est de la donnée fraîche de prod aussi. Mais effectivement, nos 200 tests Selenium tournent sur la même... on a eu des soucis d'ailleurs récemment de tests qui créent des locks entre eux, on a dû se démerder pour faire notre commande. Moi, pour faire propre, faire des tests, c'était recréer le schéma de données à chaque test. Et là, c'est ça qui prend vachement de temps. Mais c'est que chez nous, la base, c'est un truc qui est assez simple et au final, c'est pour ça qu'on peut se permettre aussi d'en avoir qu'une seule et de soit compatible avec la nouvelle et l'ancienne instance. C'est pas Ouais. Sur votre repo Git, vous avez donc la partie code et puis la conf de tous les environnements. Comment vous avez géré la sécurité en fait, sur les mots de passe, des trucs comme ça? Vous avez fait un truc ou pas? Non, on n'a rien fait de spécial. Nos scripts de déploiement qui sont appelés par un Jenkins, c'est un script qui l'appelle et qui doit avoir le mot de passe, je pense. D'accord, vous n'avez pas trouvé de solution en fait? Non, là-dessus, on n'est pas... Non, parce qu'on va avoir le problème. D'accord, mais ouais, non, là, j'ai pas de solution à t'apporter.
Ça marche. Bonjour, bah, c'était super. Merci. Tu sais sur le moyen de partager les slides, enfin, moi Ouais, j'ai pris chaque slide en photo quasiment, mais si tu veux. Je l'ai pas dit, mais on va se démerder. Je pense qu'on va les foutre sur SlideShare, on va les foutre sur notre GitHub aussi, Ok. les furets. On va essayer de tout faire passer par le GitHub les furets, ce sera plus simple, comme ça D'accord. vous aurez accès à nos outils, GitOctopus, Zeno, nos autres confs, voilà. Ok. Donc d'ici la semaine prochaine, je pense que je vais le faire. Lundi, dès que je retourne au taf, je le mets sur le GitHub. Super, nickel, Voilà. merci. Sur le Continuous Merge, là, Ouais. toutes les branches, en fait, à chaque comité de branche, c'est tout merdé pour voir s'il y a des problèmes de fusion. Donc les problèmes de fusion, ils sont remontés aux développeurs s'ils sont en branche. Ouais. Mais par contre, le soir, ce qui va partir en prod, c'est simplement les branches qui sont terminées. Ouais. Comment vous voulez flaguer les branches terminées de manière automatique? Il n'y a pas de souci, vous savez. Alors je dirais l'espace. Vous savez. Je me suis branché mais j'ai rien démarré. Je me suis mis en VGA. Et je vais être hier j'ai eu des soucis dans ma numéro. Enfin là j'ai besoin d'un truc. Et on avait démarré avec le câble branché. Là je peux y aller. Oui, allez.
Donc, je vous laisse. Je sais pas, normalement c'est affiché 15h10, mais comme la salle est pleine, ah non, faut rester les horaires, direct. Attends, donc on attend encore 10 minutes. C'est comme ça.